Il est 13 h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Réunion des ministres sectoriels pour l'examen du projet de directive régissant les professions d'ingénieurs et d'ingénieurs conseils dans le secteur BTP dans l'UMOA. Objectif harmoniser les règles, notamment le droit d'établissement dans l'espace UMOA. Bruno Nabagné-Koné a présidé la rencontre. On en parle dans cette édition. Autonomisation des jeunes issus de 6 communes d'Abidjan et de l'intérieur du pays viennent de recevoir 60 nouveaux taxis dans le cadre du projet 500 taxis communaux. Des véhicules réceptionnés par les maires de ces communes qui auront pour mission de veiller sur la bonne gestion de ces acquisitions. Au Sénégal, la victoire de Bassirou Diomaye Faye à la présidentielle du 24 mars dernier dès le premier tour a été confirmée dans la soirée d'hier par le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel qui a proclamé l'élection de Bassirou Diomaye Faye à la présidence avec 54,28% des voix. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous, merci de nous suivre. Le président de la République Alassane Ouattara a regagné Abidjan hier vendredi 29 mars 2024. Après un séjour en France, Alassane Ouattara était en compagnie de son épouse, la première dame Dominique Ouattara. Il a été accueilli à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, comme vous pouvez le voir sur ces images, par le vice-président Thiemo Koné, le premier ministre Robert Begré-Mambé, les présidents d'institutions ainsi que plusieurs membres du gouvernement. Et à des milliers de kilomètres d'ici, aux États-Unis, à New York, en marge de la Commission de la condition de la femme, le Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, au cours d'un panel qui a réuni divers participants, s'est prononcé sur le rôle qu'il joue pour l'autonomisation socio-économique des femmes. Les intervenants ont souligné l'importance de soutenir l'entrepreneuriat féminin et l'accès au financement pour les femmes à New York, à Mississauga. Comment atteindre l'autonomisation socio-économique? La question était au cœur d'un panel de haut niveau organisé par le Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, en collaboration avec le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant à New York. C'était en marge de la CSW 68. Objectif, profiter de ce rendez-vous de partage des femmes des pays membres de l'Organisation des Nations Unies pour mettre en lumière l'implication des institutions dans l'enjeu de l'autonomisation socio-économique des femmes en Côte d'Ivoire, notamment le CESEC. On étudie des questions. On nous soumet également des questions. L'Assemblée nationale ou le Sénat, nous produisons des rapports et nous émettons des avis. Ces avis-là vont directement au président de la République afin que ça aide les décideurs à prendre des décisions. À travers des projections, plusieurs cas de bonnes pratiques et de modèles d'économie sociale en Côte d'Ivoire ont été présentés. Selon les panélistes, ils devraient être vulgarisés. Toutefois, le modèle actuel de microfinance a été décrié car pas approprié à cause du taux trop élevé d'emprunt. On a décidé de mettre en place les programmes avec. Au lieu d'aller tendre la main tous les jours à des gens pour demander de l'argent, avec les organisations, nous en avons 7, elles arrivent à retrouver leur dignité, à cotiser, à faire des emprunts. Une sorte de microfinance qui aide les femmes à s'autonomiser, qui aide les femmes à aider les jeunes filles, qui aide les mamans à s'occuper de leur famille. On a 50% de la parité dans notre parti. Aujourd'hui, on a une vice-présidente de la République, on a la présidente de l'Assemblée du Parlement. Pour le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, il est plus qu'urgent d'intensifier les efforts pour garantir l'autonomisation socio-économique des femmes. Selon les statistiques, vous avez une femme sur 10 qui vit dans l'extrême pauvreté. Pour éradiquer la pauvreté, d'ici 2030, il faut agir 26 fois plus vite que d'habitude. Donc, je voudrais inviter tout le monde à s'engager. Pour soutenir le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant dans l'accélération de l'autonomisation socio-économique des femmes en Côte d'Ivoire, le CESEC a mis en place une cellule genre. Bientôt, des bureaux régionaux seront installés. Et on en parlait à l'instant dans les titres, c'est une nouvelle directive sur le BTP dans l'UMOA. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, a présidé une importante réunion portant sur l'examen du projet de directive régissant les professions d'ingénieurs et d'ingénieurs conseils dans le secteur BTP dans l'UMOA, Lanciné Bakayoko. Au niveau du BTP,
C'est la même dynamique dans toute l'Afrique de l'Ouest et particulièrement en Côte d'Ivoire où le marché a évolué à un rythme soutenu de 25% annuellement. Dans ce contexte marqué par une progression fulgurante du secteur, la profession d'ingénieur et d'ingénieur conseil présente plusieurs enjeux, tant sur le plan économique, social, environnemental que sécurité. L'exercice de la profession requiert aujourd'hui une législation communautaire. C'est donc dans cette logique d'encadrement communautaire que les professions du secteur des BTP et TP, donc les ingénieurs et ingénieurs conseils, devraient pouvoir bénéficier des libertés de circulation, de résidence, de prestation de services et du droit d'établissement au sein de l'espace UEMOA. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, un projet de loi visant à organiser les professions d'ingénieurs et d'ingénieurs conseils est en cours d'adoption afin d'adresser 4 grands défis. 1. La mauvaise qualité des études, des travaux et du contrôle de l'exécution des infrastructures. 2. L'absence d'un cadre normatif devant guider les pratiques professionnelles des ingénieurs conseils afin de garantir la protection des usagers, notamment contre les malfaçons et en particulier contre les effondrements d'immeubles. 3. L'absence de sanctions contre les personnes n'ayant pas la qualité pour exercer la profession d'ingénieur conseil. Et 4. La non prise en compte des différentes problématiques spécifiques à l'exercice de la profession d'ingénieur conseil. Le projet de directive devrait promouvoir une industrie viable et plus forte qui contribue davantage à la production économique. Nous ne doutons pas que chacun de nos États saura apporter à ce texte le soutien institutionnel nécessaire pour permettre son adoption à travers nos dispositifs réglementaires nationaux et surtout son application effective par chacun de nos États. C'est depuis 2013 que la directive en examen a commencé à être élaborée. Deuxième titre de ce journal, des jeunes issus de 6 communes d'Abidjan de l'intérieur du pays viennent de recevoir 60 nouveaux taxis dans le cadre du projet 500 taxis communaux, des véhicules réceptionnés par les maires de ces communes qui auront pour mission de veiller sur la bonne gestion de ces acquisitions, une initiative du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion et du service civique, ainsi que du ministère du Transport. Reportage de Ismaël Evardeo, commenté par Jean-Marc Tchadji. 60 véhicules flambant neufs remis à 6 communes bénéficiaires du projet 500 taxis communaux. Un programme qui répond à la politique de renouvellement du parc automobile de la Côte d'Ivoire. Les différents maires reçoivent les clés des mains des ministres Mamadou Touré et Amadou Koné. Ils se réjouissent d'être éligibles à cette action gouvernementale au profit de la jeunesse et entendent assurer le suivi. La ville de Grand-Bassam est une vitrine pour la Côte d'Ivoire. Nous recevons de nombreux visiteurs internationaux chaque fin de semaine. Et donc nous avons à cœur de veiller à ce que ces véhicules soient entretenus convenablement et puissent refléter l'image de la Côte d'Ivoire moderne telle que prônée par le président de la République. Nous nous réjouissons du fait que le gouvernement, à travers donc le ministère de l'Emploi jeune et du ministère des Transports, ait mis une priorité sur la prise en compte des jeunes qui sont dans le secteur du transport. Toute chose qui répond à nos aspirations et qui font aujourd'hui que nous pouvons croire à un avenir meilleur de notre profession. Piloté par l'Agence Emploi Jeunes et le Fonds de développement du transport routier, ce geste vise à assainir le secteur et améliorer les conditions de travail des conducteurs. Dans quelques jours, nous allons proposer en conseil de gouvernement puis en conseil des ministres l'an 2 du programme Jeunes du gouvernement. Nous ferons en sorte que d'autres jeunes, des centaines d'autres jeunes, des milliers d'autres jeunes puissent bénéficier donc de ce projet. Nous allons, Monsieur le ministre, en ce qui concerne les gestionnaires, avec le directeur général de l'OSER, procéder à une formation des gestionnaires de ces véhicules pour que ces véhicules-là soient entretenus et qu'ils puissent profiter donc de ces véhicules qui sont mis à leur disposition pour ne pas que dans 3 ans, on les retrouve à nouveau à la rue. Cette action s'inscrit dans le cadre du programme Jeunesse Gouvernement 2023-2025. 1000 jeunes seront insérés dans le secteur des transports en mettant à leur disposition 500 taxis communaux. En marge de ces remises, 125 permis de conduire ont été remis.
Et madame, monsieur, cette question dans votre journal, quel bilan et quel impact des réalisations engagées par le ministère de l'économie, du plan et du développement, le Fonds des Nations Unies pour la population à Bouna, pour ce qui concerne l'autonomisation des femmes, la santé maternelle et le secteur humanitaire? Eh bien, pour se faire une idée claire et précise de ces interrogations, des visites des sites d'intervention dans ces différents domaines ont été menées dans le Bounkani par les représentants de ces institutions. Jean-Marc Tchéchi. La délégation conjointe du ministère de l'économie et du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA est en visite de terrain dans la ville de Bouna. Dr Senen Unton, directeur régional de l'UNFPA, et la ministre Kaba Nialé visitent successivement l'Institut de formation et d'éducation féminine, IFEF, le camp des demandeurs d'asile et l'hôpital général de la ville. Ces infrastructures ont tous bénéficié de l'UNFPA d'une réhabilitation et d'un renfort en plateau technique. Après la visite, Dr Senen Unton se dit satisfait. Les interventions de l'UNFPA en Côte d'Ivoire revêtent d'une importance pour le gouvernement ivoirien en termes d'indicateurs sociaux. Cette visite fut l'occasion pour l'institution onusienne d'offrir 250 kits aux populations du camp de demandeurs d'asile d'Obouna pour leurs besoins primaires. Et on se rend à présent à Kawara, sous-préfecture du département de Ouangolodougou. Grâce à l'ONUCI et le PNUD et leurs partenaires, 800 personnes de cette sous-préfecture ont pu bénéficier de certificats de nationalité, de cartes d'identité et d'extraits de naissance dans le cadre du programme Accès aux documents d'identité. La remise symbolique des documents administratifs aux bénéficiaires a eu lieu en présence des autorités locales. Djeneba Ouattara. Sans acte de naissance, de pièces nationales d'identité et de certificats de nationalité. Ces jeunes et adultes vivaient à Kawara, localité du département de Ouangolodougou, leur village natal, comme s'ils n'existaient pas, non reconnus par les fichiers administratifs. Ils viennent de recevoir tous ces documents administratifs qui leur permettent de jouir désormais de leurs droits de citoyenneté. Je suis contente pour mes frères et sœurs et mes parents. Ces documents vont nous permettre de réussir mes études. Ce programme, qui est à sa phase pilote, s'inscrit dans le cadre du projet Engagement des jeunes et des femmes pour la prévention des crises, la stabilité sociale, la consolidation de la paix et la réduction de la violence communautaire dans le nord de la Côte d'Ivoire. Occasion pour le directeur général de l'ONUCI de souligner l'importance de cette opération. C'est bénéficier de l'appui de l'État et de ses partenaires pour sortir de la pauvreté. Mais c'est aussi pour votre sécurité et renforcer la collaboration entre vous et les forces en charge d'assurer votre sécurité. Tout simplement, renforcer la cohésion sociale. Les représentants du PNUD et de l'Allemagne réaffirment leur engagement à accompagner les efforts du gouvernement. On va continuer avec cet accompagnement, de prendre l'initiative et attaquer les problèmes et réagir aux défis et garantir par cela la prospérité de votre société locale. Je voudrais réitérer l'engagement du PNUD à continuer à appuyer les efforts du gouvernement et des autorités locales pour que les communautés des zones transfrontalières de la Côte d'Ivoire vivent dans la paix et en parfaite harmonie. Le préfet du département de Ouangolodougou exhorte les populations à s'approprier le processus d'enrôlement en vue de contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Un reportage de Djeneba Ouattara commenté par Charles Tatou. Autre chose à présent, à tout savoir sur la tribune d'échange hebdomadaire du Centre d'information et de communication gouvernementale. Le CICG s'est penché sur les prévisions et les alertes météorologiques. Animé par le directeur de la météorologie nationale à la Sodexam, ces échanges ont porté sur les fonds mis à disposition pour le développement de la météorologie ainsi que les actions déployées pour prévenir et donner les alertes en cas de danger lié au climat. Serge Pacomdidi, Jean-Marc Tchéchi. Daouda Konaté, directeur de la météorologie nationale à la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique Sodexam, renseigne sur les prévisions et alertes météorologiques au Centre d'information gouvernementale, CICG. Les échanges ont porté sur les fonds et les actions déployées pour prévenir et donner les alertes en cas de danger lié au climat, comme c'est le cas avec le phénomène d'El Niño. Depuis le mois d'octobre
l'année dernière, nous avons fait une communication sur l'imminence d'un phénomène climatique mondial qui était le phénomène El Niño, qui est tout simplement un réchauffement anormal de la surface de l'océan. Et ce réchauffement anormal de la surface de l'océan va impacter le climat. Généralement au mois de mars, en Côte d'Ivoire, il fait chaud. Depuis janvier à maintenant, nous avons enregistré un record de 41 degrés à Dimboko, par exemple. C'est le maximum enregistré, alors qu'en moyenne en Côte d'Ivoire, on est à 35-36 degrés. Le projet de développement et de modernisation des équipements météorologiques initié par le gouvernement, les bulletins de vigilance et les phénomènes dangereux sont entre autres les sujets évoqués. Lorsque nous avons annoncé cette vague de chaleur il y a quelque temps, nous avons fait des recommandations pour demander aux populations de boire beaucoup d'eau, de ne pas trop sortir sous la chaleur, de se protéger contre la chaleur, de s'hydrater. Le directeur de la météorologie à la Sodexam profite de l'occasion pour exhorter les populations à quitter les zones à risque, cela pour éviter des pertes humaines. Au cours d'un atelier, les journalistes ont été instruits sur la narration touristique sur initiative de la direction de la communication et de la documentation du ministère du Tourisme et des Loisirs. Cet atelier se donne pour objectif de renforcer la communication touristique et les liens de collaboration entre les acteurs du secteur et les médias pour une promotion dynamique et cohérente de l'offre touristique. Patricia Omouitia. À l'ouverture des travaux, le directeur de cabinet, au nom du ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a souligné l'importance de cet atelier dans le cadre de la stratégie Sublime Côte d'Ivoire. De même, il a encouragé les journalistes à adopter un nouveau genre narratif, mettant l'accent sur l'expression des émotions et des aventures personnelles lors des reportages, afin de captiver l'intérêt des voyageurs potentiels. Les journalistes chargés de couvrir ces destinations-là puissent se rapprocher et s'accorder pour servir la Côte d'Ivoire. Les journalistes sont le quatrième pouvoir. Nous avons besoin de les accompagner, de les encadrer pour que notre pays soit vendu à l'échiquier au niveau international et pour que le tourisme apporte quelque chose au niveau du PIB. La directrice de la communication et de la documentation a exhorté les journalistes à jouer un rôle crucial dans la promotion de la destination ivoirienne. Nous devons nous appuyer sur les médias pour justement pouvoir accélérer, amplifier toute la promotion touristique et ludique de notre pays. Jusqu'à présent, beaucoup de choses ont été faites et il convient de pouvoir justement présenter aux Ivoiriens et présenter également au monde que la Côte d'Ivoire est désormais prête à accueillir davantage de touristes. 5 sessions ont été traitées au cours de cet atelier, notamment la présentation des attraits touristiques et ludiques de la Côte d'Ivoire, la présentation du secteur des loisirs et leurs enjeux dans le développement social, l'impact du tourisme sur le développement économique et social. Il était important donc pour nous de mettre en avant le secteur même des loisirs, de le présenter, ensuite de présenter les défis, les enjeux. Et c'est ensemble, avec les journalistes, les populations, tous les acteurs, de voir quelles sont les grandes orientations à porter dans la suite de cette stratégie. La stratégie de développement touristique Sublime Côte d'Ivoire vise le positionnement de la Côte d'Ivoire dans le top 5 des destinations les plus attractives d'Afrique. Reportage de Patricia Omouitia. En culture, on parle du Goli et de la 5e édition du festival Goli de Béoumi. Ouvert depuis hier 29 mars, il s'achève le 1er avril. L'édition 2024 a été marquée par l'inauguration d'une académie du Goli en présence du haut représentant du chef de l'État, Gilbert Kafana Koné. C'est ce que nous disent Abdoulaye Koné et Jamasso depuis Béoumi. Le festival du Goli est entré dans une nouvelle dimension. Avec ses illustres invités, l'édition 2024 a été marquée par l'érection d'un mémorial du même nom. Baptisé Institut Nana Atumbri Jean Kwadio, c'est le président de l'ASCAD qui en justifie sa création. Au cours de ce 21e siècle, on assiste à une accélération du changement des paradigmes. Cette réalité fait apparaître que les créations socio-culturelles de l'Afrique
très rapidement et hâtivement rejeté pour absence de valeur et de sens, ouvre de nouvelles perspectives de solutions au vieillissement des paradigmes anciens. Nous espérons que vous allez bien l'accueillir. C'est délicat. Il n'est pas sûr que cela réussisse. Ça peut, en matière de recherche, vous pouvez échouer. Peut-être l'hypothèse est bonne, mais l'implémenter, c'est une autre affaire. Pour parachever sa création, l'Institut du Goli attend beaucoup de ses donateurs. L'idée de sauvegarde du patrimoine Goli ravit surtout les fils et cadres de Gbeke. Nous espérons vivement que tout le monde va s'engouffrer dans cette école et que nous tirerons toutes les leçons de cette magnificence qui se met en place aussi pour le peuple codais, mais aussi pour la Côte d'Ivoire. L'ASCAD a décidé de valoriser cette culture. C'est avec beaucoup de bonheur que nous accompagnons ce mouvement parce que c'est un élément qu'il ne faut pas perdre. Il faut qu'on l'enseigne à nos enfants, aux jeunes générations, pour leur dire que notre culture repose sur quelque chose. Rappelons que l'Académie du Goli porte le nom du géniteur du président de la Cour de cassation, Ua Kofi, magistrat hors hiérarchie, parrain de la 5e édition du Festival Goli. Et en religion, les députés des sous-préfectures de Bondo, Laoudiba, Sepli-Sepingo, Taoudi et Yimisala, dans le département de Bandoukou, à Krakouman, a procédé à la remise de 12 tonnes de riz aux responsables des communautés musulmanes et catholiques de cette circonscription. L'opération de don s'est déroulée dans la cour de la mosquée principale de Bondo. Hermania bien. Il l'a toujours fait et cette année encore, il a remis le couvert. 12 tonnes de riz offerts aux communautés musulmanes et chrétiennes de Bondo par le député des sous-préfectures de Bondo, Laoudiba, Sapli-Sepengo et Yezimala dans le département de Bondoukou. À travers ce geste, Kra Kwadjo Kouman entend traduire sa solidarité à ces communautés en cette période de carême pour les chrétiens et de ramadan pour les musulmans. Recevant les dons, El Hadj Karim Bamba, imam central de Bondo, a remercié au nom des bénéficiaires le donateur, tout en rappelant que cela fait maintenant 15 ans que le député Kra Kouman exprime sa solidarité en offrant des vivres et non-vivres à chaque période du jeûne musulman et chrétien. Kra Kouman a exhorté les responsables religieux à privilégier les couches vulnérables, notamment les personnes âgées et les veuves, lors du partage. Par ailleurs, le député a saisi l'occasion pour exprimer sa solidarité à l'endroit des populations qui subissent la mévente de leur récolte de noix de cajou, dont le prix est fixé à 275 francs CFA le kilogramme. Il les a invités à l'optimisme, surtout à faire confiance au président de la République Alassane Ouattara, qui comprend selon lui leurs difficultés. Madame, Monsieur, gare bondée, passagers aux aguets, billetterie qui tourne à plein régime. Voici planté le décor de nos gares routières en ce moment. À la veille de la célébration pascale, on se bat pour arracher son ticket de départ afin de ne rien manquer de la fête au village. On parle bien sûr de Paquinou pour le peuple baoulé, grand moment de retrouvailles. À Danané et Gagnoa, les populations préparent activement leur retour au bercail afin de prendre leur part dans le développement de leur village. Pour ceux qui restent sur place, Paquinou sera célébré avec les mêmes ambiances et les mêmes saveurs du pays baoulé. Reportage de Soro Corona. Dans Guinée, village situé sur l'As d'Anané, Guinée, Vincent Konan s'apprête à rejoindre son village natal. Pour l'heure, il attend la vente de sa production avant de rejoindre Kwasi Kro. J'ai déjà vendu une partie de ma production. Avec ce cacao qui est déjà sec, je pourrais aller au village pour réaliser un projet, la construction d'une maison pour la famille. Dans la région du Gol, le village de Pisekou abrite les baoulés venus pour la culture du cacao. Coco Jean-Baptiste s'active pour les derniers travaux. Avant son départ pour Paquinou avec un seul objectif, celui de participer à l'essor de son village. Lorsqu'on arrive là-bas le dimanche matin, tout le village on a en réunion. Le mutuel, parler du développement du village. Qu'est-ce que le village a besoin? Cette année, beaucoup de mes frères, beaucoup de mes soeurs ont décidé de partir au village. Donc il faudrait que moi aussi je me rende au village parce qu'on a des choses à faire là-bas. Papa a débuté une maison là-bas, ça n'a pas pu terminer. On doit aller terminer cette année. Nguessan Kwaku, par manque de moyens financiers, a laissé sa femme rentrer au village pour les retrouvailles annuelles. Il est obligé de faire la cuisine lui-même. Il n'y a pas l'argent donc je ne vais pas aller aussi. L'année prochaine, là je vais partir aussi. Kwaku restera sur place pour la célébration de Paquinou.
C'est maintenant qu'il est aidé par ses amis pour cabosser son cacao. Réunis autour du chef central, les Baoulés du département de Danané, qui resteront sur place, s'organisent pour leur pakinou. Depuis les premiers Baoulés qui sont venus à Danané, c'est autour de 1933 qu'ils sont venus à Danané, ça ne s'est jamais passé. On n'a jamais fait de pakinou ici. Il y a le maire Khalifa qui a souhaité cette année faire la Pâque avec nous. On a fait appel à des artistes qui vont venir. Comme on le sait, il y aura aussi des plats, des culinaires et autres. En tout cas, ça va chauffer. Loba Jean-Yves, planteur ébrié, est invité dans le village de Lolobo, au centre du pays, pour découvrir la saveur du pakinou. Quand nos frères Baoulés vont en Pâques, on sent qu'il y a un vide. Cette année, j'ai été invité par un ami Baoulé aussi de Lolobo, dont le 30, nous tous on va à pakinou à Lolobo à Yamoussoukro. Depuis les années 70, la période pascale est récupérée par les ressortissants du pays baoulé, partis faire fortune dans les zones forestières, de retourner au bercail pour la réalisation de certains projets. Pakinou, c'est aussi la valorisation de la culture et de la tradition baoulé. Voilà, et bonne fête de Pakinou à toute la communauté baoulée de Côte d'Ivoire. Et en attendant que la fête ait lieu ce soir, notons que l'ONG ASAPSU, le projet Passerelle, ont célébré les droits de la femme autour du thème suivant, agir ensemble pour l'égalité. Pour ces deux organisations, il faut investir dans le futur en faveur des femmes. Les détails avec Patricia Omouetia. Le but de cette journée est de permettre aux adolescentes de jouir de leurs droits en santé sexuelle et reproductive avec le projet Passerelle. Pour cela, il est demandé aux jeunes filles de fréquenter les centres de santé. Le directeur régional du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a rappelé les acquis pour l'accès à l'éducation pour les filles. En lien avec le thème « Agir ensemble pour l'égalité en Côte d'Ivoire », cette célébration est un appel à l'action contre les disparités sociales et les violences basées sur le genre. Cependant, plusieurs défis doivent être relevés selon les initiateurs de cette rencontre. Madame, Monsieur, le carrefour Aquaba aura bientôt un nouveau visage. Un échangeur à 5 branches sort progressivement de terre. Les travaux financés grâce à un prêt de la Banque mondiale, un projet dont le volet social est assuré par une ONG, l'Interface pour la promotion de la santé et des droits humains, a organisé une campagne de sensibilisation au quartier Silobé à Port-Boué à travers un tournoi de football. Régis Kofi. C'est un tournoi de football qui a servi de prétexte pour sensibiliser les populations du quartier Silob dans la commune de Port-Boué. Sensibilisation sur des fléaux plus ou moins connus, entre autres le VIH-Sida, la Covid, les violences basées sur le genre, ajoutées à la sécurité routière. Une activité qui s'inscrit dans le cadre du projet PACOGA, projet d'appui à la compétitivité du Grand Abidjan, chargé d'assurer la fluidité au carrefour Aquaba et dont le volet social est exécuté par l'ONG IPSDH, Interface pour la promotion de la santé et des droits humains. Le carrefour Aquaba est un carrefour très stratégique dans la fluidité routière en Côte d'Ivoire. C'est le carrefour qui nous permet de pouvoir joindre Bassam et les pays riverains comme le Ghana. C'est ce carrefour aussi qui nous permet de pouvoir avoir accès à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. L'impact est positif et que la répétition est pédagogique. Donc il est important de pouvoir rappeler les gestes barrières, rappeler les mesures préventives en matière de VIH-Sida, rappeler la signalisation au niveau du carrefour Aquaba pour que les gens sachent que dorénavant, l'environnement a changé. Il va falloir faire attention pour pouvoir éviter les accidents de la route. Les populations approuvent la démarche. Elles se disent satisfaites des retombées du projet d'aménagement du carrefour Aquaba. Des sous-quartiers bénéficient de reprofilage de routes, quand certains jeunes font partie des ouvriers du chantier de l'échangeur. Au terme du tournoi, c'est l'équipe du personnel de l'entreprise exécutante des travaux qui a remporté le trophée face aux jeunes du quartier Silob. Et dans l'actualité internationale au Sénégal, le Conseil constitutionnel a proclamé hier vendredi, dans la soirée, l'élection de Bassirou Diomaye Faye à la présidence avec 54,28% des voix. La prise de fonction du nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, peut donc se faire. Notons que la fin du mandat du chef de l'État sortant, Macky Sall, est pour le 2 avril 2024. Jeudi dernier, Macky Sall et Bassirou Diomaye Faye se sont vus au palais présidentiel, en présence également d'Ousmane Sonko. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.